Et si je te disais que j'ai vécu 70 ans avec un nœud dans la gorge, sans jamais vraiment respirer? Je m'appelle Monique Lefebvre, j'ai 83 ans et je vis aujourd'hui dans un petit appartement à Limoges, en Haute-Vienne, un endroit modeste mais paisible. Je peux enfin y dormir sans sursauter au moindre bruit. Je peux y parler à voix haute, sans avoir peur qu'on me fasse taire. Je peux y exister sans avoir à m'excuser pour cela. Mais ma vie n'a pas toujours été comme ça. Pendant plus de 5 décennies, j'ai vécu sous le même toit que ceux qui auraient dû me protéger et qui m'ont détruite. Je n'ai jamais raconté mon histoire en entier. J'ai passé ma vie à effacer les traces, à ranger les cris dans des tiroirs que je n'ouvrais plus. Je croyais que c'était ça, être forte, se taire, endurer, faire semblant. Je croyais que si je parlais, je détruirais tout autour de moi. Alors je me suis détruite à l'intérieur. Je me suis mariée jeune, à Lucien, un homme aux belles paroles et aux mains rapides. Il avait ce regard que les gens trouvaient charismatique. Moi, j'y lisais le danger, mais à l'époque, j'étais naïve, j'avais 17 ans et mes parents, très croyants, m'ont dit que ce mariage était une bénédiction. La nuit de noces fut ma première prison. Pas de tendresse, pas d'amour, juste une possession. Et moi, figée, comme absente de mon propre corps. De cette union sont nés Adrien, Benoît et plus tard, Élodie, mes 3 enfants. Mon seul souffle d'espoir. Je pensais que leur amour suffirait à m'empêcher de sombrer, mais j'avais tort. Très vite, Lucien est devenu violent, pas toujours avec les poings. Parfois, c'était avec le regard, les mots, les silences lourds comme des coups. Il pouvait rester des jours sans m'adresser la parole, puis me reprocher un regard, un geste, un mot. Et moi, je m'excusais, toujours. Je me suis excusée d'avoir mis trop de sel dans la soupe. Je me suis excusée que les enfants fassent du bruit. Je me suis excusée quand il m'a frappée, parce que je l'avais cherché. Adrien et Benoît grandissaient en silence. Ils ne posaient pas de questions. Ils regardaient leur père avec admiration et moi avec mépris. Très tôt, ils ont compris quel camp leur donnerait la force. Et ce n'était pas le mien. Mais Élodie, ma fille, elle était différente. Elle avait cette lumière, ce regard doux qui me rappelait ce que j'aurais pu être si on m'avait laissé une chance. J'ai tout fait pour la protéger. J'ai encaissé pour qu'elle n'ait pas à le faire. J'ai inventé des histoires pour cacher les bleus. J'ai appris à sourire au bon moment, à baisser les yeux, à disparaître dans ma propre maison. Mais on ne cache pas éternellement la douleur. Un jour, Adrien avait 15 ans. Il a levé la main sur moi, une gifle sèche, parce que j'avais osé lui demander de rentrer avant minuit. Lucien n'a rien dit, il a même esquissé un sourire. Et j'ai su à cet instant que je n'étais plus seulement une épouse soumise, j'étais devenue une cible légitime, même pour mes propres enfants. Ce soir-là, j'ai dormi dans le couloir et au petit matin, j'ai préparé le petit déjeuner comme si de rien n'était. Je ne sais pas exactement quand j'ai cessé d'espérer. Peut-être quand Benoît m'a dit que je méritais ce qui m'arrivait. Peut-être quand Lucien m'a enfermée toute une nuit pour me faire réfléchir. Peut-être quand j'ai entendu Élodie pleurer dans sa chambre et que je n'ai pas osé entrer. J'ai prié tous les jours pour qu'on me voie, pour qu'on m'aide, pour qu'on m'entende. Mais à l'église, on me disait de pardonner, que Dieu aimait les femmes patientes, que la soumission était une vertu. Alors j'ai rajouté de la honte à ma douleur. Je me suis demandé si Dieu m'avait oublié. Je me suis demandé si j'étais née pour souffrir. Mais au fond de moi, une voix chuchotait encore, faible, brisée, mais vivante. Et c'est cette voix que j'ai décidé d'écouter. Tard, trop tard peut-être, mais enfin. Aujourd'hui, je prends la parole. Non pas pour me venger, mais pour ne plus avoir peur, pour libérer toutes celles qui, comme moi, ont cru que souffrir en silence était une preuve d'amour. Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à commenter. Je crois encore en la lumière malgré les ténèbres. Like cette vidéo, abonne-toi et partage-la à une femme que tu veux sauver. Parce qu'aujourd'hui, ma voix n'est plus une plainte, c'est un cri de renaissance. Paix en Christ. Je me souviens de la première fois où j'ai vu Adrien lever les yeux au ciel en me regardant, comme s'il avait honte que je sois sa mère. Il n'avait que 8 ans. 8 ans. Et déjà, ses petits yeux avaient appris à mépriser. Pas parce qu'il était né mauvais, non, mais parce qu'il avait vu, tous les jours, son père me briser et que personne ne disait rien. Lucien avait cette manière de façonner l'ambiance de la maison comme on règle un vieux poste de radio. Si le ton n'était pas le bon, tout le monde devait se taire. Il entrait, posait ses clés avec force et tout devenait silence. Moi, je me redressais immédiatement, je m'effaçais, prête à faire ce qu'il fallait pour qu'il ne s'énerve pas. Mais les enfants, ils ont grandi là-dedans.
Pour eux, c'était ça, la norme. Quand Adrien a giflé sa sœur parce qu'elle riait trop fort, j'ai voulu hurler. Je l'ai attrapé par le bras et je lui ai dit « On ne frappe pas sa sœur ». Et Lucien, assis dans le fauteuil, a haussé les épaules. Elle apprendra à se taire. Ce jour-là, j'ai vu dans les yeux d'Adrien que quelque chose venait de se figer. Il avait compris. Il avait le pouvoir. Il avait la bénédiction paternelle. Et moi, je n'étais plus qu'une ombre. Benoît, lui, était plus réservé. Mais il observait, il absorbait. Un jour, alors qu'il avait 10 ans, il est venu me voir et m'a demandé « Maman, pourquoi tu pleures toujours quand papa n'est pas là ?» Je n'ai pas su quoi répondre, alors j'ai menti. Je lui ai dit que j'avais une douleur à la tête, que ça passerait, que ce n'était rien, mais c'était tout. Je pleurais parce que ma maison était une prison et que mes enfants devenaient les geôliers. Pas par méchanceté, par mimétisme. L'école m'appelait parfois. Les professeurs me disaient qu'Adrien était agressif, que Benoît était distant. Je baissais les yeux. Que pouvais-je dire? Que chez nous, l'amour avait le goût de la peur, que les repas se passaient dans un silence glacial, entrecoupé de soupirs et de reproches. Je faisais semblant. Je disais qu'il traversait une phase. Je m'excusais encore. Je mentais aux profs, aux voisins, à l'épicier du coin et surtout à moi-même. Mais avec Élodie, c'était différent. Elle avait cette sensibilité que je n'avais jamais pu exprimer. Elle pleurait en cachette quand Lucien criait. Elle posait des questions que je ne savais pas gérer. « Pourquoi papa te parle comme ça? Pourquoi tu ne lui dis pas non ?» Je ne voulais pas qu'elle devienne comme moi. Alors je lui répondais « Papa est fatigué, t'es fatigué. Il a eu une dure journée. » Mais un soir, elle m'a répondu « Et toi, tu n'es jamais fatigué ?» J'ai senti ma gorge se nouer. C'est dans ces instants que j'ai commencé à comprendre que ma fille voyait ce que mes fils refusaient d'admettre. Je me suis mise à lui écrire des petits mots, des mots d'amour glissés sous son oreiller, des mots simples mais vrais. Tu es une lumière. Ne laisse jamais personne t'éteindre. Je ne pouvais pas lui offrir une autre vie, alors je tentais de lui offrir au moins des mots. Mais les mots ne suffisent pas toujours. Un jour, Lucien a surpris un de ses petits papiers. Il est entré dans la chambre, furieux. Il m'a traîné par le bras jusqu'au salon et m'a jeté au sol. Les enfants ont tout vu. Personne n'a bougé. Même Élodie, pétrifiée, n'a rien pu faire. Et moi, au sol, j'ai compris que je n'étais plus une mère. J'étais devenue une figure de honte. Ma peur avait contaminé mes enfants et leur silence me brisait plus que les coups. Mais ce qui m'a tué ce jour-là, ce n'est pas la douleur, c'est le regard d'Adrien, froid, distant, comme si j'étais responsable de mon propre malheur, comme si j'étais la source du désordre. Je n'étais plus une victime à ses yeux. J'étais l'élément faible du foyer, celle qu'on tolère, qu'on méprise, qu'on juge, et c'est là que la peur a changé de visage. Elle n'était plus seulement peur de Lucien, elle était peur de moi-même, de ce que j'étais devenue, de ce que je transmettais, de ce que je laissais faire. Je n'avais plus de refuge. Même ma chambre était un lieu d'angoisse. Je me réveillais en sursaut. Je n'osais plus me regarder dans le miroir. Je me parlais à voix basse pour ne pas déranger. J'effaçais mes propres pensées avant même de les formuler. Je n'étais plus Monique. J'étais une carcasse. Et pourtant, je continuais. Je faisais les repas, je lavais le linge, je répondais aux devoirs, je souriais devant les voisins, je chantais parfois pour faire croire à la normalité. Mais à l'intérieur, je mourais à petit feu. J'espérais qu'un jour, quelqu'un me tendrait la main, mais personne ne venait. Alors j'ai continué à écrire. À Élodie, à moi, à Dieu, des lettres que je ne posterai jamais, des prières murmurées dans l'obscurité. Et un soir, alors que tout semblait figé, j'ai entendu un mot, un seul, un murmure venu de la chambre de ma fille. Elle pleurait et elle disait « J'ai peur de devenir comme maman ». Ce fut le coup de grâce et peut-être aussi le début de la fin. Je croyais que la foi allait me sauver. J'y ai cru longtemps, peut-être parce que c'était la seule chose qui ne me frappait pas, la seule chose qui ne me jugeait pas avec des yeux de colère. Dans ma tête, Dieu était cette présence silencieuse, presque maternelle, qui m'écoutait quand tout le monde me faisait taire. Mais même cette fois, je l'ai vu se tordre entre les mains des hommes. Dans notre petite paroisse de Saint-Léonard de Noblat, Lucien était respecté, trop respecté. Il participait aux collectes, aidait à organiser les messes du dimanche, saluait les dames âgées avec un sourire parfait. Il portait des chemises impeccables et parlait d'un ton posé, le genre d'homme qu'on imagine incapable de hausser la voix. Et moi, j'étais sa femme, discrète, polie, pieuse. La première fois que j'ai osé parler de mes douleurs à sœur Madeleine, une religieuse douce et bienveillante
qui gérait les activités féminines de la paroisse, elle m'a regardé avec compassion, mais aussi avec prudence. Ma sœur, le mariage est un chemin d'humilité. Dieu nous appelle à porter notre croix avec grâce. Je me suis tue, j'ai eu honte, j'ai cru que j'avais blasphémé, que c'était moi le problème, que ma souffrance venait de mon orgueil. Alors j'ai redoublé de prières, j'ai jeûné, j'ai demandé pardon pour mes pensées, j'ai supplié le ciel de m'aider à aimer Lucien comme Dieu aime ses enfants, sans condition. Un jour, lors d'une réunion de femmes à la paroisse, le sujet de l'obéissance conjugale a été abordé. La catéchiste a lu un passage de l'Épître aux Éphésiens. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Et toutes les femmes ont hoché la tête. Moi, j'ai senti mon estomac se tordre. Je pensais à toutes les nuits passées à pleurer en silence, aux portes claquées, aux insultes, aux gestes brusques. Était-ce cela être soumise? Était-ce cela aimer selon Dieu? Mais je n'ai rien dit, car dans cette salle, le silence était une vertu, la douleur, une offrande, la résistance, un péché d'orgueil. Et puis, un dimanche, Lucien a été appelé à lire un passage de l'Évangile à la messe. Sa voix résonnait avec assurance. Il lisait les paroles du Christ avec une telle maîtrise qu'on aurait cru un saint. Je l'ai regardé et j'ai eu la nausée, car je savais ce qu'il me dirait en rentrant, qu'il trouvait que je chantais faux, que ma robe faisait vieille, qu'Élodie devenait insolente parce que je ne savais pas tenir une fille. Il lisait l'amour et me nourrissait de peur. Ce jour-là, après la messe, j'ai osé dire à l'abbé Jean-Marie que j'avais besoin de parler. Il m'a invité dans son bureau, il m'a écouté. Du moins, c'est ce que je croyais. Je lui ai parlé de mes blessures. Pas physiques, non. Je n'étais pas encore prête à briser le tabou. Mais je lui ai dit mon mal-être, mon sentiment de n'être qu'une servante invisible. Et il m'a répondu « Lucien est un homme très investi dans notre communauté. Il faut parfois apprendre à voir ses qualités. La patience est une grande force chez la femme. Dieu bénit celles qui savent garder le silence. » J'ai quitté le bureau en silence, pas en paix, enchaîné. J'ai compris que même l'Église ne me croirait pas, ou plutôt qu'elle ne voulait pas savoir. Alors j'ai appris à me taire, même en prière. Je ne demandais plus la délivrance, je demandais la force de tenir. Je ne priais plus pour l'amour, je priais pour que la nuit passe vite. Et dans ma solitude spirituelle, je me suis inventé un Dieu à moi, un Dieu qui pleurait avec moi, qui me serrait dans ses bras pendant que je tremblais dans le lit conjugal, un Dieu muet comme moi, mais présent. Je me suis accrochée à ce Dieu-là, celui qui n'était pas dans les sermons, mais dans mes larmes. Et c'est lui qui m'a gardée vivante. Car sans lui, je crois que j'aurais abandonné. Je pense souvent aux autres femmes de la paroisse, à celles qui souriaient tout en gardant les yeux baissés. Combien d'entre elles vivaient le même enfer que moi? Combien priaient pour avoir le courage de mourir dans leur sommeil? L'Église nous demandait d'être des épouses fidèles, des mères douces, des croyantes silencieuses. Mais elle oubliait que Dieu n'est pas silence face à l'injustice, qu'il a pleuré avec les opprimés, qu'il s'est mis en colère contre les marchands du temple et qu'il n'a jamais dit à une femme battue « supporte encore ». Je l'ai compris bien plus tard. Mais à cette époque, j'étais encore prisonnière de ma foi déformée. Je n'osais plus prier à voix haute. Je me contentais de murmurer la nuit des mots que je ne comprenais plus. Protège Élodie. Ne laisse pas Adrien devenir comme lui. Fais que Benoît entende mon silence. Je ne demandais rien pour moi. Je n'existais déjà plus. J'ai arrêté de fêter mon anniversaire à 32 ans. Pas parce que je n'aimais pas les gâteaux ou les bougies, pas parce que j'avais peur de vieillir, mais parce qu'un jour, Lucien m'a dit que les femmes ridées n'ont rien à célébrer. C'était un 15 septembre. J'avais passé toute la journée à préparer le dîner. Un rôti, ses pommes de terre au four, un dessert maison. Je m'étais habillée avec soin, pas pour moi, pour lui, pour ne pas provoquer sa colère, pour lui plaire, pour qu'il pense peut-être à me dire une gentillesse. Mais il est rentré tard, l'odeur du vin précédant ses pas. Il a regardé la table, mon maquillage discret, les assiettes bien placées, et il a dit « C'est pourquoi tout ça? T'as fait une bêtise ». Je lui ai répondu doucement « C'est mon anniversaire ». Il a éclaté de rire « Ah, c'est vrai. Tu penses encore que ça compte ?» Puis il est allé s'asseoir. Il a mangé en silence. Et moi, je me suis sentie invisible. Élodie, qui avait alors 10 ans, m'a tendu un petit dessin en cachette. Une feuille pliée en 4 avec un cœur dessiné au crayon rouge. À l'intérieur, elle avait écrit « Maman, je t'aime jusqu'au ciel. Je n'ai jamais pleuré aussi fort en silence. » C'est ce jour-là que j'ai compris que dans cette maison, mon existence n'était pas un événement. Les années ont passé, les anniversaires aussi. Lucien ne les mentionnait plus. Adrien et Benoît suivaient son exemple.
Parfois, Élodie tentait de me faire une surprise. Un gâteau, une fleur, un mot. Mais Lucien lui lançait ce regard qui disait « Ce n'est pas comme ça qu'on fait ici ». Alors elle arrêtait. Elle apprenait, elle aussi, à étouffer sa tendresse. À mes 40 ans, j'ai voulu changer. Juste un peu. J'ai acheté une robe dans une brocante. Une robe verte, simple, mais jolie. Je l'ai cachée pendant des jours dans une boîte sous le lit. Le jour venu, j'ai attendu que Lucien parte travailler. Je me suis préparée, j'ai mis la robe, j'ai mis un peu de rouge à lèvres. Je me suis regardée dans le miroir et pendant une seconde, j'ai vu une femme. Une vraie, pas une ombre, pas une esclave, une femme. Mais cette image n'a pas duré. Lucien est rentré plus tôt. Il m'a vue. Il a d'abord ri, puis il s'est approché. Il m'a arraché le collier du cou et a dit « Tu crois que t'es encore jolie? T'as vu ton âge ?» Je suis restée figée. La robe a été jetée à la poubelle le soir même. Et moi, j'ai enterré ce qu'il restait de moi. Je ne célébrais plus rien. Ni Noël, ni Pâques, ni ma fête, ni celle des mères. Lucien disait que c'était des inventions pour faire dépenser de l'argent. Mais ce qu'il détestait vraiment, c'était me voir espérer, car chaque fête portait en elle une promesse de joie. Et dans sa logique, la joie m'était interdite. Il voulait que je sois utile, silencieuse, fonctionnelle, pas vivante. Pendant des années, j'ai offert des cadeaux à mes enfants en souriant. Mais jamais un seul d'eux ne m'a offert ne serait-ce qu'un mot le jour de ma naissance. Ils n'en avaient pas l'idée. Ils ne savaient pas que ça comptait. Car dans leur monde, maman était là pour donner, pas pour recevoir. Et moi, je me persuadais que ce n'était pas grave. Mais chaque 15 septembre, je ressentais une douleur particulière, comme un pincement invisible dans la poitrine. Une certitude froide. Encore une année de plus à survivre. Encore un jour où mon existence ne compte que pour le ménage, les repas, les cris qu'on doit éviter. Un jour, à mes 55 ans, j'ai croisé Madame Fournier, une ancienne amie d'enfance que je n'avais pas vue depuis des décennies. Elle m'a reconnue, m'a serré dans ses bras. Elle m'a demandé ce que je devenais et j'ai répondu sans réfléchir. Je tiens le coup. Elle a froncé les sourcils. Tu ne vis pas? Je n'ai pas su quoi répondre. Parce qu'elle avait raison, je ne vivais pas. Je flottais dans une routine faite de peur, d'automatisme et de silence. Cette rencontre m'a hanté des nuits entières. Et puis, à mes 60 ans, quelque chose a changé. Élodie m'a téléphoné. Elle avait quitté la maison depuis peu. Elle vivait à Paris, faisait des études. Elle m'a dit « Maman, tu sais que c'est ton anniversaire aujourd'hui ?» J'ai murmuré « Oui ». Elle a ajouté « J'ai acheté un gâteau. Pour toi, j'en mangerai une part en pensant à toi. » Et j'ai pleuré, pas de tristesse, mais de reconnaissance. Ce jour-là, pour la première fois depuis des décennies, quelqu'un m'avait rappelé à moi-même. J'étais encore là, et peut-être que j'avais encore le droit d'exister. Je croyais, naïvement, que l'amour d'une fille pour sa mère était un lien indestructible, qu'il pouvait survivre aux cris, au silence, aux années de peur et de repli. Mais il y a eu un moment, un regard, une phrase, un soupir, où j'ai compris que quelque chose s'était brisé entre Élodie et moi. Et cette fracture, je ne pourrais jamais vraiment la réparer. Elle avait 17 ans à l'époque, belle, vive, un feu dans les yeux que je n'avais jamais eu. Elle sortait de l'école, rentrait en marchant vite, la tête pleine de rêves que je n'osais même pas nommer. Elle parlait de voyage, de musique, de liberté. Et moi, je faisais la vaisselle, le tablier noué à la taille, l'odeur de détergent dans les narines, mes rêves enterrés sous la routine. Je l'écoutais parler avec émerveillement. Et pourtant, je sentais qu'un mur se dressait lentement entre nous. Un jour, elle est rentrée plus tard que d'habitude. Je l'attendais, anxieuse. Lucien était nerveux, la main crispée sur son verre de vin. Lorsqu'elle a franchi la porte, il s'est levé d'un bond, furieux. « Tu crois que c'est une heure pour rentrer, toi ?» Elle a haussé les épaules. « Je suis majeure, papa. » La gifle a claqué dans l'air comme un coup de tonnerre. Et moi, comme toujours, je suis restée figée. Mais cette fois, Élodie m'a regardée. Pas lui, moi. Et dans ses yeux, il y avait une déception immense. Comme si elle s'attendait à ce que je dise quelque chose, que je m'interpose, que je crie, que je pleure, que je fasse enfin un geste. Mais je n'ai rien fait. Et c'est là que je l'ai vue partir. Pas physiquement, intérieurement. Quelque chose en elle s'est fermé. Le lendemain, elle ne m'a pas adressé la parole. Et les jours suivants non plus. Puis un soir, alors que je préparais le dîner, elle est entrée dans la cuisine et m'a dit d'une voix sèche « Pourquoi tu laisses faire ça? Pourquoi tu ne bouges jamais ?» Je n'ai pas su quoi répondre. Je l'aimais plus que ma propre vie, mais je ne savais plus comment le lui montrer.
Mes gestes d'amour, les repas, les lessives, les prières silencieuses semblaient invisibles à ses yeux. Elle voulait des actes, du courage, de la rébellion. Et moi, je n'avais que la peur. Je lui ai murmuré « Tu comprendras quand tu seras mère ». Elle a rétorqué « J'espère ne jamais devenir comme toi ». Ces mots m'ont transpercé, pas parce qu'ils étaient violents, mais parce qu'ils étaient vrais. Elle ne voulait pas devenir comme moi, soumise, effacée, absente de sa propre vie. Et c'est là que j'ai compris. Ma fille avait honte de moi, pas honte de mes vêtements démodés ou de ma voix fatiguée, honte de mon silence, de mon incapacité à la protéger, de mon rôle de témoin passif. Je me suis effondrée ce soir-là, dans la salle de bain, les genoux contre le carrelage froid, en pleurant comme une enfant. Je me suis dit que je l'avais perdue et que je n'avais que moi à blâmer. J'ai tenté dans les jours suivants de me rapprocher d'elle, de lui parler, de lui dire que j'étais fière d'elle, que je l'aimais, que je voulais changer. Mais les mots sonnaient creux, car je continuais à vivre dans cette maison, à servir cet homme, à me taire. Un jour, elle est partie. Elle m'a embrassée avant de monter dans le train. Un baiser rapide sur la joue, aucun mot, et dans ses yeux, une distance que je ne reconnaissais pas, comme si j'étais devenue une étrangère. Je suis restée seule ce soir-là. Lucien n'avait même pas jugé utile de l'accompagner. Il avait juste dit « une de moins ». Et moi, j'ai regardé sa chambre vide, le lit défait, les murs encore pleins de ses dessins. Je me suis assise sur son lit et j'ai compris que je l'avais élevée dans la peur et que maintenant qu'elle avait fui, c'était moi qui restais enchaînée. Mais il y avait plus que la tristesse. Il y avait une forme de jalousie, une pointe d'amertume. Pourquoi elle avait pu partir et pas moi? Pourquoi moi, je n'avais pas eu ce courage à son âge? Pourquoi avais-je accepté si longtemps cette vie sans couleur? Je n'avais pas de réponse. Alors j'ai recommencé à écrire, dans un cahier caché sous mon matelas. Chaque soir, j'y déposais des fragments de moi, des souvenirs, des regrets, des prières et des lettres à Élodie que je n'envoyais jamais. Dans l'une d'elles, j'ai écrit « Je suis désolée de ne pas t'avoir défendu. Je suis désolée de t'avoir appris à te taire, mais je t'aime, plus que tout, et je prie pour que tu sois libre, même si je suis restée prisonnière. » Je ne sais pas quel jour exact c'était, peut-être un mercredi ou un dimanche pluvieux. Les jours se ressemblaient tellement dans cette maison que même les saisons semblaient en s'essouffler. Mais je me souviens de ce moment précis. Je regardais par la fenêtre de la cuisine, un torchon à la main, et j'ai pensé, et si je partais là, maintenant? Je n'avais ni plan, ni sac, ni argent, rien. Juste cette pensée qui m'a traversée comme une éclaircie soudaine dans un ciel trop lourd. J'avais 63 ans. La plupart des femmes à cet âge pensent à la retraite, à leurs petits-enfants, à des vacances rêvées. Moi, je pensais à la fuite, comme une adolescente battue. Je crois que ce qui m'a réveillée ce jour-là, c'est une scène banale. Lucien était assis au salon, les pieds posés sur la table basse, râlant parce que le café était trop froid. Il n'avait même pas regardé la tasse. Il n'avait même pas remercié. Il n'avait pas prononcé mon nom depuis des semaines. Pour lui, je n'étais qu'une fonction, celle qui chauffe, qui nettoie, qui ne parle pas. Et c'est là que l'idée m'est venue. Je me suis dit, je pourrais ne pas revenir. Je pourrais sortir pour le pain et ne jamais franchir cette porte à nouveau. J'ai senti mon cœur battre fort, comme s'il retrouvait soudain un rythme qu'il avait oublié. Mais juste après, la peur m'a enveloppé comme un manteau trempé. Où irais-je? Qui m'attendrait? Qui croirait une vieille femme sans histoire, sans ressources, sans preuve de sa souffrance? J'ai ouvert un tiroir et regardé mes papiers d'identité. Je les ai pris en main, mes doigts tremblaient. J'avais l'impression de commettre un crime. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai essayé d'imaginer un train, une gare, une ville inconnue, un petit appartement, des rideaux clairs, une tasse de thé sur une table ronde. Le silence, mais un silence doux, pas celui de l'oppression, un silence choisi. Et puis, je me suis vue marcher dans une rue, tête haute, sans craindre une gifle ou une injure. Je me suis vue rire, pas un rire nerveux, un vrai. J'ai fermé les yeux et j'ai pleuré. Parce que ce rêve, aussi simple soit-il, me semblait inaccessible. J'étais enfermée dans un mariage depuis 40 ans, pas un mariage d'amour, un pacte de survie. Lucien gérait tout, l'argent, les papiers, les relations. Il avait isolé ma vie comme on ferme les volets d'une maison qu'on abandonne. Même mes enfants ne me voyaient plus. Adrien m'appelait une fois tous les 3 mois. Benoît m'envoyait des messages laconiques. Et Élodie, elle m'aimait, je le savais, mais elle avait sa propre vie, sa liberté chèrement gagnée. Je ne voulais pas être un poids, alors j'ai rangé les papiers.
et j'ai continué à plier le linge. Mais le rêve, lui, ne m'a pas quitté. Chaque matin, en épluchant les pommes de terre, je me disais « peut-être demain ». Chaque soir, en fermant les volets, je pensais « si j'avais un sac prêt ». J'ai commencé à cacher un peu d'argent, une pièce par-ci, un billet par-là, dans une vieille boîte à biscuits, derrière les pots de confiture. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début, une trace, une preuve que je pouvais encore espérer. Un soir, j'ai pris un carnet et j'ai écrit ce dont j'ai besoin pour partir. J'y ai noté des choses simples, une paire de chaussures confortables, une photo d'Élodie, un manteau chaud, un nom de pension à Limoges, au cas où, je ne savais même pas si elle existait encore. Mais écrire ce nom, c'était déjà m'approcher de la porte. Puis j'ai écrit ce dont j'ai besoin pour survivre sans lui. Et là, j'ai séché, car je ne savais pas. Je ne savais plus ce que j'aimais, ce qui me faisait du bien, ce qui me donnait envie de me lever. Lucien avait tout grignoté, même mes souvenirs. Un jour, il est entré dans la cuisine sans prévenir. Il m'a vu refermer précipitamment le tiroir où je rangeais mon carnet. Il m'a regardé avec suspicion. Il a dit « Tu caches quand même quelque chose ?» J'ai menti. « Juste des recettes. » Il a haussé les épaules. Mais il était resté là un moment, à me fixer, comme s'il sentait que quelque chose changeait. Et c'était vrai, quelque chose changeait. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de moi. Ce jour-là, je n'ai pas rêvé de partir loin. J'ai rêvé de respirer, d'ouvrir une fenêtre sans demander la permission, de laisser entrer le vent sans craindre qu'il déplace quelque chose. J'ai rêvé d'exister, même brièvement, même maladroitement. Je ne suis pas partie ce jour-là, mais j'ai su que je partirais un jour, et c'était déjà énorme. Je ne sais pas d'où est venue la force, peut-être d'une prière muette, peut-être de cette vieille colère qui dormait en moi depuis l'adolescence, peut-être du visage de ma petite fille que je venais de voir en photo. Mais ce jour-là, j'ai dit non, un mot court, un mot simple, un mot que j'avais avalé, réprimé, étouffé pendant plus de 60 ans. Lucien venait de rentrer, comme toujours, avec ses chaussures pleines de boue, son regard lourd de reproches, silencieux. Je préparais le dîner. Il a vu que je n'avais pas repassé sa chemise préférée. « Tu fais quoi de tes journées, sérieusement ?» m'a-t-il dit. J'ai senti la colère monter, mais pas une colère explosive, une colère droite, juste une sorte de lumière froide qui s'allumait en moi. Et j'ai répondu « Je ne suis pas ta servante, Lucien ». Il a écarquillé les yeux. Ce n'était pas tant la phrase que le ton qui l'a surpris. Une voix calme, posée, sûre. Il s'est approché. Il a levé la main. Et j'ai dit « Si tu me touches, j'appelle la police ». Il s'est figé. Jamais, en 40 ans, je n'avais prononcé ces mots. Il a reculé. Et pour la première fois, j'ai vu quelque chose d'inédit dans ses yeux. Une faille, une peur, un doute. Moi, Monique, la femme silencieuse, brisée, soumise. Je venais de poser une limite. Ce soir-là, j'ai dormi d'un sommeil profond, un sommeil sans cauchemar. Mon corps tout entier avait compris que quelque chose avait basculé. Le lendemain, il n'a rien dit, pas un mot, pas une insulte. Il a pris sa chemise froissée et est parti au travail. Et moi, je suis restée là dans la cuisine, le cœur battant, les mains tremblantes, mais droites. J'avais dit non. J'ai commencé à me parler à moi-même en silence, à me dire des phrases que je n'avais jamais entendues. Tu as le droit. Tu mérites mieux. Tu n'es pas qu'une ombre. J'ai repris mon carnet. J'y ai écrit en lettres majuscules. Aujourd'hui, j'ai existé et j'ai pleuré longtemps, mais pas de douleur, de soulagement. Dans les jours suivants, j'ai commencé à faire de petites choses différentes. Rien de spectaculaire, mais des actes symboliques. J'ai marché seule jusqu'au marché, sans lui demander la permission. J'ai acheté une robe d'occasion à fleurs bleues. Je l'ai mise sous mon manteau pour ne pas qu'il la voie. Je l'ai portée en cachette 1 heure dans la salle de bain, devant le miroir, et j'ai souri. J'ai redécouvert ma voix. Un matin, à la boulangerie, la vendeuse m'a dit « Vous êtes rayonnante aujourd'hui, madame ». Je ne savais pas quoi répondre. Cela faisait tellement longtemps que personne ne m'avait fait un compliment que j'ai cru qu'elle s'était trompée de personne. Mais non, elle me parlait à moi. Je suis rentrée chez moi en fredonnant une vieille chanson. Une chanson que je chantais autrefois avec ma mère. Une chanson que Lucien m'avait interdit de chanter parce qu'il disait qu'elle était ridicule. Ce jour-là, je l'ai chantée à voix haute. Il n'était pas là, mais j'ai senti sa présence dans les murs et j'ai continué. Parce que c'était à moi cette chanson, à moi seule. Puis, j'ai fait quelque chose d'encore plus fou. J'ai écrit une lettre, une vraie lettre, avec des mots d'espoir. Je l'ai adressée à Élodie. Je ne savais pas si elle la lirait, mais j'avais besoin qu'elle sache. Je lui ai dit, je commence à comprendre, à me souvenir, à me redresser. Je suis désolée de tout ce que je n'ai pas fait, mais je suis là, encore là, et je veux vivre ce qu'il me reste, même si ce n'est que peu.
je n'ai pas signé maman, j'ai signé Monique. Parce que ce jour-là, je redevenais quelqu'un, une femme, un prénom, une histoire. Lucien a remarqué les changements. Il est devenu nerveux. Il fouillait mes affaires, me posait des questions, parlait de moi à ses amis comme si j'étais folle. Il disait « Elle perd la tête, vous savez. Elle écrit des choses, elle sort sans prévenir. » Mais moi, je savais. Je savais que je retrouvais ma tête, mon cœur, mon souffle. Je me suis remise à lire des livres que j'avais cachés. J'ai relu Le Petit Prince. Et j'ai pleuré à la page où le renard dit « On ne voit bien qu'avec le cœur ». J'ai compris que pendant toutes ces années, je n'avais pas regardé ma vie avec le cœur. Je l'avais subie avec les yeux fermés et maintenant, il s'ouvrait. Je me souviens de cette matinée comme si elle était encore suspendue dans l'air. Il faisait gris. Une pluie fine tombait sur les tuiles de la maison, rendant tout plus lent, plus lourd. Lucien était assis à la table, son journal à la main, sa tasse de café fumante devant lui. J'étais en train d'éplucher des pommes de terre. Un geste 1000 fois répété, presque hypnotique. Et puis sans prévenir, il a levé les yeux vers moi. « Qu'est-ce que tu caches encore ?» m'a-t-il lancé. Je l'ai regardé, je n'ai pas baissé les yeux. Pour la première fois, je l'ai soutenu, pas avec arrogance, pas avec provocation, juste avec présence, une présence pleine. Il a serré la mâchoire, puis il a soufflé. « Tu me défies maintenant ?» Et c'est là que j'ai compris. Il avait peur, pas peur de moi physiquement, non, mais peur de ce qu'il ne contrôlait plus, peur de cette femme qu'il croyait éteinte et qui soudain se rallumait, une étincelle après l'autre, peur de cette voix qu'il avait enterrée sous des années d'humiliation et qui maintenant perçait à nouveau. Ce jour-là, j'ai continué à éplucher mes pommes de terre, mais en moi quelque chose jubilait, pas de vengeance, pas de haine, juste la certitude que la peur avait changé de camp. J'ai recommencé à prendre de la place dans ma propre maison. J'ai déplacé le fauteuil près de la fenêtre. J'ai changé les rideaux. J'ai recollé un vieux cadre photo, celui de ma mère, que Lucien avait cassé dans un accès de rage et que je n'avais jamais osé réparer. Il m'a observé faire sans dire un mot et j'ai vu ses doigts trembler. Puis un jour, je lui ai dit « Je vais voir une amie cet après-midi. Je rentrerai tard. » Il a répondu « Quelle amie ?» J'ai menti. Je n'en avais pas, mais j'avais besoin de cette sortie. Alors j'ai dit « Solange, on s'est retrouvés récemment. » Et je suis sortie, les jambes tremblantes, mais le cœur en feu. J'ai marché longtemps, sans but, juste sentir l'air, sentir mes pas, être dehors, seule, sans justification. Je me suis assise sur un banc, dans un petit parc, et j'ai observé les enfants jouer, les couples passer, les feuilles tomber, et j'ai pensé, je suis encore en vie. J'ai sorti mon carnet, j'y ai écrit, aujourd'hui, j'ai senti le vent sur mon visage, et il ne m'a pas fait peur. Quand je suis rentrée, Lucien ne m'a pas posé de questions. Il était là, dans le salon, la télévision allumée, mais il ne m'a pas regardée, et j'ai compris, il savait qu'il me perdait. Il a commencé à être plus silencieux, moins sûr de lui. Il ne hurlait plus, il grognait, il se repliait, et moi, je m'épanouissais. J'ai repris contact avec ma sœur cadette, Mireille, que je n'avais pas vue depuis des années. Elle vivait à Poitiers. Je lui ai écrit une lettre. Elle m'a répondu avec des larmes dans l'enveloppe. Elle m'a dit qu'elle pensait que j'étais morte à l'intérieur, comme maman, et qu'elle était fière que je revive. Je lui ai dit que je viendrais peut-être la voir. Et pour la première fois, j'ai regardé une carte. J'ai cherché les trains, les horaires, j'ai mis un post-it sur le frigo avec ces mots « Pourquoi pas Poitiers ?» Lucien l'a vu, il a arraché le papier, mais il ne m'a pas regardé dans les yeux. Il n'avait plus ce pouvoir. Un matin, il m'a demandé « Tu veux divorcer, c'est ça ?» Je n'ai pas répondu, parce que ce n'était pas la question. Je ne voulais pas une signature, je voulais une vie, et cette vie, je la reprenais morceau par morceau. Il y a une différence entre survivre et vivre. Pendant 60 ans, j'ai survécu. J'ai avalé des silences, j'ai marché sur des œufs, j'ai demandé pardon pour des choses que je n'avais pas faites. J'ai baissé les yeux, replié mes rêves, réduit ma voix à des chuchotements. Et puis, un jour, j'ai cessé de m'excuser d'exister. Cela n'a pas été un événement spectaculaire, pas un cri, pas une scène, juste un matin comme les autres, où je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu quelqu'un que j'avais oublié. J'étais là, les cheveux blancs relevés, la peau ridée par le temps. Mais mes yeux étaient clairs, vivants, présents. Je me suis dit, tu es encore là et tu mérites ta place. Ce jour-là, j'ai mis la robe bleue à fleurs que j'avais cachée depuis des mois. Je l'ai enfilée, sans manteau, sans peur. J'ai mis un peu de rouge à lèvres. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai respiré profondément. Et j'ai décidé que je ne demanderais plus la permission. Lucien était dans la cuisine. Il m'a regardé passer, surpris. « Tu vas où comme ça ? Me promener ? Habillé comme ça ?» Oui, il n'a rien dit. Il a levé les mains comme pour dire « Je ne comprends plus rien. »
Et c'était vrai. Il ne me comprenait plus parce que je n'étais plus la même. Je suis sortie. J'ai marché jusqu'à la librairie. J'ai acheté un livre de Simone de Beauvoir. Je me suis installée dans un café. J'ai commandé un thé et j'ai lu. Personne ne m'a interrompu. Personne ne m'a dit que je n'avais pas le droit. J'ai senti le monde tourner autour de moi. Et moi, j'étais dedans. Pas à côté, pas derrière. Dedans. Ce soir-là, en rentrant, j'ai préparé le dîner pour moi. Je lui ai dit, il y a à manger si tu veux. Sinon, je mangerai seul. Il a râlé, bien sûr, mais il n'a pas crié. Il a vu que quelque chose était brisé, pas moi. Le lien, la dépendance. Et c'est là que j'ai compris. Je ne le craignais plus. J'ai continué à vivre ainsi. Chaque jour, un petit pas. Je me suis inscrite à un atelier d'écriture à la médiathèque. J'ai raconté une histoire, la mienne, mais sous un autre nom. Les gens ont écouté, ils ont pleuré. Une femme m'a prise dans ses bras après la séance. Elle m'a dit « Merci d'avoir mis des mots sur ce que je n'osais pas dire. J'ai su à ce moment-là que ma voix avait une valeur. Je n'étais pas juste une survivante, j'étais une témoin. J'ai écrit des lettres à mes enfants. Je leur ai dit la vérité, pas pour les blâmer, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils sachent que leur mère avait été effacée, mais qu'elle revenait. Élodie est venue me voir. Elle m'a serré fort. Elle a pleuré. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, qu'elle avait eu peur que je meure sans jamais être libre. Je lui ai répondu, je suis encore là et je vais vivre, pas pour longtemps peut-être, mais libre. Lucien, lui, a continué à décliner, pas physiquement, mentalement. Il s'est renfermé. Il passait ses journées devant la télé, silencieux. Il ne savait plus quoi faire de cette femme qu'il ne pouvait plus plier. Un jour, il m'a demandé « Pourquoi tu fais tout ça maintenant ?» Et j'ai dit « Parce que je n'ai plus peur et parce que je n'ai plus le temps. » Je l'ai regardé. Il a baissé les yeux. Je ne le haïssais pas. Je ne voulais même plus qu'il souffre. Je voulais juste être enfin moi. Et c'est ce que j'ai fait. Il n'y a pas eu de feu d'artifice, pas de grands moments dramatiques, juste une paix, une lumière douce, discrète, qui s'est installée dans ma poitrine et qui ne m'a plus quittée. Je me souviens du matin où j'ai ouvert toutes les fenêtres de la maison. L'air était frais, les rideaux flottaient, comme s'ils dansaient, et j'ai su, au fond de moi, que j'étais libre. Pas libre parce que Lucien était parti. Non, il était encore là, assis dans le salon, plus vieux, plus petit, mais il n'avait plus de pouvoir sur moi, parce que je m'étais relevée. Je me suis assise dans le fauteuil que j'aimais, celui près de la fenêtre. J'ai pris mon carnet et j'ai écrit une phrase simple. Je vis, deux mots que j'avais attendus toute ma vie. Ma petite fille est venue me rendre visite ce jour-là. Elle m'a regardée avec des yeux pleins de questions. « Mamie, pourquoi t'es toujours aussi calme maintenant ?» Je lui ai souri. « Parce que je n'ai plus peur, mon ange. Et c'est vrai, je n'ai plus peur de parler, de dire non, de choisir. Je n'ai plus peur de ce que les gens vont penser, de ne pas plaire, de ne pas être parfaite. Je suis moi, juste moi, et c'est suffisant. » Lucien a fini par s'éteindre un an plus tard, silencieusement, dans son sommeil. Il n'a laissé ni lettre, ni excuse, ni aveu. Juste un vide. Mais ce vide, je ne l'ai pas ressenti comme une perte, plutôt comme un espace pour moi. J'ai vidé la maison doucement. J'ai trié les objets, les vêtements, les souvenirs. J'ai gardé ce qui me faisait du bien. J'ai brûlé les lettres blessantes. J'ai jeté les insultes au vent. Et un jour, j'ai pris un train. Direction Poitiers. Mireille m'attendait sur le quai, les bras ouverts. On s'est regardé longtemps. Deux vieilles femmes, cabossées par la vie, mais debout, présentes. « Tu es revenue ?» m'a-t-elle dit. « Je suis née », ai-je répondu. À Poitiers, j'ai commencé une nouvelle vie, modeste, simple, mais vraie. Je me suis inscrite à des ateliers d'écriture. J'ai raconté mon histoire à des femmes plus jeunes. Certaines pleuraient, d'autres tremblaient, et toutes me disaient tout la même chose. Merci. Et je répondais toujours, ne me remerciez pas. Écrivez votre propre histoire, parce que c'est ça, le vrai héritage. Osez parler, osez se montrer, osez guérir. Un jour, on m'a invité à témoigner à la radio locale. Une journaliste m'a demandé si vous pouviez dire une seule chose à une femme qui vous écoute et qui vit ce que vous avez vécu, ce serait quoi? Et j'ai dit, sans réfléchir, que sa vie lui appartient. Pas à son mari, pas à sa famille, pas à la peur, à elle. Depuis, je reçois des lettres, de partout, de femmes qui me disent « Vous m'avez réveillée » et à chaque fois je pleure, parce que je sais ce que c'est que de dormir éveillée pendant 60 ans. Aujourd'hui, j'ai 83 ans. Je vis dans un petit appartement, lumineux, plein de plantes. J'ai un chat, Minou, qui me suit partout. Je me lève quand je veux. Je bois mon café en regardant le ciel. Je lis, j'écris, je respire. Et je remercie Dieu. Pas le Dieu dur et silencieux qu'on m'a imposé, mais celui qui m'a attendu dans mon silence. Celui qui ne m'a jamais abandonné, même quand je m'étais abandonné moi-même. Je ne cherche plus à rattraper le temps perdu. Je le regarde avec tendresse. Parce qu'il m'a mené ici. Et si tu es arrivé jusqu'ici, toi qui lis ou écoutes mon histoire, je veux te dire, tu n'es pas seul. Tu
tu peux te relever, tu peux guérir, même si c'est lent, même si c'est tard, même si c'est douloureux. Et je te demande de commenter cette phrase. Si tu crois en ta propre guérison, moi aussi, j'ai le droit de vivre sans peur. Commente ça, laisse ton empreinte. Pour toi, pour les autres femmes qui te liront, pour celles qui n'ont pas encore trouvé leur voie, abonne-toi à cette chaîne. Pas juste pour moi, pour toutes les histoires comme la mienne qui méritent d'être entendues. Pour toutes les voix étouffées qui cherchent une issue. Et partage cette vidéo, pas pour qu'elle devienne virale, mais pour qu'elle devienne vivante, pour qu'elle touche un cœur, pour qu'elle change une trajectoire. Parce que ce que tu viens d'écouter, ce n'est pas une fiction. C'est une histoire vraie, une histoire de vie, une histoire de renaissance. Et c'est une œuvre originale, née de l'âme, inspirée par des femmes comme moi et comme toi.